Le 8 août 2025, à 2h43 UTC, un télescope automatique du réseau Atlas, installé à Hawaï, enregistra une lueur inhabituelle sur le fond froid du ciel. Ce n'était ni une étoile variable, ni une planète, ni un artefact optique. C'était un point qui bougeait trop vite, trop droit. Les algorithmes d'identification conclurent. Objet inconnu, vitesse de croisement, 55 km par seconde. Quelques heures plus tard, le Minor Planet Center confirma. Nouvel objet interstellaire détecté. Désignation provisoire, 3i divisé par Atlas. La nouvelle se propagea comme une onde de choc dans la communauté astronomique. Depuis la découverte d'Oumuamua en 2017 et de 2i divisé par Borisov en 2019, personne n'avait imaginé revoir un tel visiteur si tôt. Mais celui-ci n'était pas simplement un rocher vagabond. Il portait une signature lumineuse étrange, une lumière qui semblait se dérober à la physique. Au Jet Propulsion Laboratory, JPL, Paul Chodas, directeur du Center for Near Earth Object Studies, observa les premiers calculs d'orbite. La trajectoire était hyperbolique, ce qui confirmait son origine interstellaire. Mais ce qui l'intrigua davantage, c'était sa stabilité. Aucune oscillation gravitationnelle, aucune accélération non gravitationnelle détectée. Un corps venu d'ailleurs, qui traversait notre système solaire comme un couteau dans l'eau. C'est l'objet le plus discipliné que j'ai jamais vu, confia Chodas à un collègue, et le plus silencieux. Les comètes, d'ordinaire, sont bavardes. Elles fument, se fragmentent, s'illuminent à l'approche du Soleil. 3i divisé par Atlas, elle, restait muette. Ni queue, ni coma, ni trace de dégazage. Un fantôme géométrique glissant dans la lumière. Le Naval Research Laboratory, à Washington, entra à son tour dans la boucle. Carl Battams, spécialiste des comètes solaires observées par SOHO, fut parmi les premiers à étudier l'objet. Ses calculs montrèrent une vitesse relative de 180, dit 8000 km/h et une inclinaison orbitale de seulement 5 degrés. Autrement dit, 3i divisé par Atlas naviguait presque dans le même plan que les planètes, comme si elles connaissaient déjà le chemin. Un alignement si précis ne peut pas être accidentel, nota Battams. Mais dire cela, c'est déjà heurter la science. Il avait raison. Les règles du cosmos tolèrent le hasard, pas l'intention. Et pourtant, l'élégance de ce hasard dérangeait. Pendant ce temps, à Harvard, Avi Loeb, président du département d'astronomie, reçut les premières données photométriques. Le spectre montrait une courbe de réflexion atypique. Au lieu de diffuser la lumière du Soleil, l'objet semblait l'absorber et la renvoyer dans un angle négatif. Une polarisation inversée, contraire aux lois de la diffusion de Mi. Loeb nota dans son carnet. La lumière n'obéit pas à la surface. C'est la surface qui semble obéir à la lumière. Cette inversion, imperceptible pour le grand public, frappa l'imaginaire des chercheurs. Elle laissait entendre qu'il existait une interaction nouvelle entre matière et rayonnement, ou alors que la matière n'était pas ce qu'elle paraissait être. L'ESA, de son côté, activa les instruments du Solar Orbiter. Les capteurs infrarouges captèrent un flux de chaleur étonnamment constant. Pas de gradient thermique, pas de zone d'émission localisée, comme si tout le corps partageait une température uniforme. Un objet homogène, indifférent au Soleil. À cette distance, la plupart des comètes auraient explosé sous la pression thermique. Mais pas 3i divisé par Atlas. Elle avançait, lente, calme, inaltérable. Sarah Gibson, chercheuse au Goddard Space Flight Center, observa la même chose dans les données UV. Le Soleil la chauffe, mais elle ne réagit pas, comme si la matière refusait de se souvenir qu'elle est vivante. Une phrase qui fit frissonner plusieurs membres de son équipe. Dans les jours qui suivirent,
Les observatoires au sol Mauna Kea, Cerro Tololo, Las Campanas confirmèrent la tendance. Aucune activité cométaire. Et pourtant, une fine brume persistait autour du noyau, visible seulement en polarisation croisée. Une lumière qui existait en marge du visible. Éric Kéméré, chercheur au CNRS, divisé par l'Atmos, en charge de l'instrument SWAN du satellite UO, tenta une première modélisation. C'est comme si elle émettait de la lumière en refusant de la diffuser. Il compara ce comportement à celui des particules d'hydrogène soumises à une pression magnétique extrême. Mais aucune donnée ne prouvait la présence d'un tel champ. Le 11 août, la nouvelle fit la une des revues spécialisées. Un visiteur interstellaire défie la physique solaire. Les journalistes demandèrent « Est-ce une comète? Un astéroïde? Autre chose ?» Mais personne ne sut répondre. L'absence de queue la rendait trop sèche pour une comète, sa brillance trop élevée pour un astéroïde. Entre les deux, un vide conceptuel peut être que le vide est son milieu naturel, écrivit Loeb, et que nous ne faisons qu'y projeter nos définitions. La NASA programma alors une série d'observations croisées entre TESS, JWST et SO, 3 instruments, 3 langages. Si la comète voulait se cacher, elle n'y parviendrait pas. Mais en vérité, aucun d'eux ne vit la même chose. TESS vit une ombre. JWST vit de la vapeur. SOHO vit une absence. Un phénomène unique, incompréhensible, presque ironique. Plus on regardait, moins on comprenait. Et c'est là que naquit la première question. Celle qui allait hanter tout le récit. Et si l'univers ne cherchait pas à être observé? Et si la lumière, au lieu d'éclairer, nous détournait de ce qu'elle protège? Ce soir-là, alors que la comète glissait dans le silence des orbites, les instruments continuaient de la suivre, mais personne ne savait plus qui observait qui. Était-ce l'homme qui scrutait le ciel, ou le ciel qui testait la patience de l'homme? Un point minuscule avançait dans la clarté du vide. 3 i divisées par Atlas était là, ni vivante, ni morte, juste présente. Et cela suffisait déjà à défier tout ce que nous pensions savoir sur la lumière. Le 13 août 2025, les premières images haute résolution de 3i divisées par Atlas arrivèrent enfin sur les serveurs du Jet Propulsion Laboratory. Elles venaient du télescope spatial TESS, puis du James Webb Space Telescope, JWST. Et tout de suite, quelque chose clochait. Les 2 instruments observaient la même région du ciel, à la même date, mais ils ne voyaient pas la même chose. TESS décrivait un point froid, terne, sans activité apparente, un astéroïde inerte. JWST, lui, détectait au contraire une vapeur ténue d'eau et de dioxyde de carbone. Une respiration glacée, fine, persistante. Autrement dit, un objet qui exhalait, mais qui refusait d'avoir une queue. C'est comme un feu sans fumée, écrivit Paul Chodas dans un mémo interne. Un corps qui brûle sans se trahir. Au Naval Research Laboratory, Carl Battams tenta de recouper les 2 ensembles de données. Il superposa les images TESS et JWST en alignant leurs coordonnées photométriques. Mais les contours du noyau semblaient déphasés, comme si l'objet avait 2 positions à la fois, ou, plus étrangement encore, comme si la lumière ne provenait pas exactement du même endroit que la matière. « C'est impossible, dit-il, sauf si la lumière est en retard. » Une hypothèse qui fit sourire ses collègues, jusqu'à ce qu'ils se souviennent qu'en 2019, un phénomène similaire avait été observé. Lors du passage de la comète Borisov, une rémanence optique provoquée par des particules à champ magnétique variable. Mais ici, aucun champ n'était détecté. L'objet se comportait comme un miroir,
qui oublierait sa propre réflexion. À Paris, Éric Kemmerer et son équipe du CNRS, divisée par l'Atmos, analysaient les données de l'instrument SWAN sur le satellite SOHO. Ils y trouvèrent un spectre presque vide, aucune trace des raies d'émission habituelles, OH, CN, C2, un silence chimique. Et pourtant, la luminosité variait d'un jour à l'autre, comme si l'objet respirait sans expirer. Kemmerer nota dans son carnet. Nous avons affaire à une lumière qui ne suit plus les règles. Elle n'obéit ni à la géométrie, ni à la matière. Ces mots, plus poétiques que scientifiques, furent exclus du rapport officiel. Mais ils exprimaient une sensation que tous partageaient. Quelque chose, dans cette lumière, avait cessé de coopérer. Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, chercha à en percer le mystère. Elle proposa que 3i divisé par Atlas soit entouré d'une fine couche de particules métalliques, un nuage conducteur capable de polariser la lumière solaire. Mais même cette explication échouait. La polarisation mesurée par SWAN atteignait des valeurs négatives jamais observées auparavant sur une comète. Une lumière inversée, une clarté qui absorbait au lieu de réfléchir. Ce n'est plus une émission, conclut-elle. C'est un refus. À Harvard, Avi Loeb reprit la question sous un autre angle. Pour lui, 3i divisé par Atlas n'était peu être pas un corps solide, mais une structure fragmentée dont chaque partie interagit avec le rayonnement d'une manière différente. Un nuage cohérent, une entité sans centre. La lumière ne décrit pas un objet, écrivit-il. Elle révèle une relation. Ce glissement d'idées, subtil mais vertigineux, fit basculer la discussion vers la philosophie. Car si la lumière n'était plus un outil d'observation, mais un dialogue, alors chaque mesure devenait un échange. Et dans ce dialogue, la comète semblait parler une langue que la physique n'avait pas apprise. Le Jet Propulsion Laboratory tenta d'appliquer un modèle de diffusion cohérente, cohérent backscattering. Les simulations reproduisaient partiellement les anomalies de polarisation, mais uniquement si l'objet était recouvert d'une surface d'agrégat de taille nanométrique, comme si quelqu'un avait poli la matière jusqu'à la rendre consciente de la lumière qu'elle rejette, une hypothèse absurde. Et pourtant, la seule compatible avec les observations, Carl Battams résuma la situation dans un email à ses collègues. Ce n'est pas un mystère, c'est un comportement. Une phrase simple, mais explosive, car elle sous-entendait que l'objet choisissait comment interagir avec la lumière. Le 15 août, l'ESA publia un communiqué officiel. Aucune activité cométaire classique détectée. Anomalie photométrique en cours d'analyse. Une manière élégante de dire « nous ne savons pas ». Mais le public, lui, entendit autre chose. Les titres des journaux s'enflammèrent. Une comète qui n'obéit pas à la lumière. Le 3e visiteur interstellaire défie les lois du Soleil. Les médias cherchaient du spectaculaire, mais les chercheurs, eux, sentaient poindre quelque chose de plus grave. La fragilité du concept même, de voir. Jean-Louis Berthaud, contacté depuis Paris, écrivit une note laconique à son ancien collègue Kemmerer. Depuis Galilée, nous croyons que la lumière est un témoin. Et si c'était un complice? Cette phrase, restée inédite, circula discrètement entre chercheurs. Elle résonnait comme une hérésie, mais elle exprimait parfaitement ce que beaucoup n'osaient dire. Que peut être, le cosmos n'est pas fait pour être vu, ou du moins, pas par nous. Les instruments continuaient d'enregistrer. Les télescopes continuaient d'observer, mais les chiffres perdaient leur sens. La comète se rapprochait du Soleil, et plus elle entrait dans la lumière, plus elle devenait illisible. On ne peut pas regarder la vérité de trop près, nota Sarah Gibson.
Elle se défend. Ainsi s'acheva la première phase d'observation. Le mystère de 3i divisé par Atlas ne venait pas de ce qu'elle montrait, mais de ce qu'elle refusait de montrer. Une comète sans queue, un objet sans reflet, une lumière sans obéissance. Et dans ce paradoxe silencieux, la science entrevit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Qu'un jour, la lumière qu'elle vénère finirait par lui tourner le dos. Le 18 août 2025, la trajectoire de 3i divisée par Atlas l'amena à frôler l'orbite de Mercure. À cette distance, aucune comète connue ne devrait survivre. La température dépasse les 1500 degrés Celsius, le rayonnement solaire pulvérise la glace et les forces de marée déchirent les structures les plus denses. Mais cette fois, rien. Pas de dégazage, pas d'explosion. L'objet demeurait intact, froid dans le feu. Carl Battams, au Naval Research Laboratory, scruta les relevés du Soho. « Le soleil la frappe de plein fouet », écrivit-il, « et elle ne répond pas même un soupir de matière. » Cette phrase circula dans les canaux internes de la NASA comme une énigme. L'univers venait de poser une question à la matière, et la matière refusait d'y répondre. Le Jet Propulsion Laboratory tenta d'expliquer le phénomène. Paul Chodas calcula que, pour résister à une telle température, l'objet devait posséder une réflectivité supérieure à 0,9. Autrement dit, une surface aussi polie qu'un miroir d'aluminium. Or, les observations du JWST montraient l'inverse. Une surface sombre, absorbante, presque invisible. Un miroir noir. Un corps qui reflète sans briller, nota Chodas. Une contradiction ou une leçon de modestie. Pendant ce temps, le Solar Orbiter de l'ESA enregistrait des anomalies dans le champ magnétique solaire. Les lignes de flux semblaient se tordre autour de la trajectoire de la comète, comme si le vent solaire évitait le contact. Un vide mobile, une bulle invisible avançant dans le plasma. Noor Rawafi, directeur scientifique de la mission Parker Solar Probe, observait les mêmes déformations depuis les relevés de sa sonde. « Le Soleil réagit comme un organisme », écrivit-il. « Quand 3i divisé par Atlas s'approche, il modifie sa respiration. Les ingénieurs crurent d'abord à une coïncidence, mais les cycles de particules solaires montraient bien un pattern, une pulsation lente toutes les 22 minutes. Le même rythme que celui détecté par Swan une semaine plus tôt, comme si la comète battait le tempo du Soleil. À Harvard, Avi Loeb reçut les rapports et osa la comparaison. « Ce n'est plus une orbite, dit-il. C'est une conversation. » Les scientifiques sourirent, mais personne ne contredit. Car, dans les chiffres, il y avait bien une sorte de dialogue, une réponse du plasma à la présence d'un corps étranger. Le Soleil semblait questionner, et l'objet, par son silence obstiné, répondre autrement. Au CNRS, divisé par l'Atmos, Eric Kemmerer relut les mesures du flux d'hydrogène interplanétaire. Une zone entière, autour du passage d'Atlas, semblait avoir été vidée de particules. Pas d'émission, pas d'absorption, un trou dans la lumière. « C'est une absence active », nota-t-il, comme si quelque chose buvait le rayonnement. Il appela Jean-Louis Berthaud, son ancien directeur scientifique, pour discuter. Le vieux chercheur, affaibli, répondit d'une voix lente. « Le Soleil n'interroge pas les comètes, Eric. Il les juge, et celle-ci, il ne l'a pas condamnée. » À cette même époque, les médias s'enflammèrent. Le Monde titra « Une comète indestructible traverse la couronne solaire. » The Guardian parla d'une pierre immortelle venue des étoiles. Mais les chercheurs, eux, gardaient le silence. Car derrière le spectaculaire se cachait un vertige bien plus grand, celui de voir la physique s'effriter, non pas sous la pression du miracle, mais sous celle de la cohérence. Tout se comporte comme si, écrivit Sarah Gibson, le Soleil la reconnaissait. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory calculèrent la densité moyenne de la comète. Résultat,
Impossible. Pour maintenir une telle cohésion, il faudrait un matériau inconnu, plus dense que le fer, mais plus léger que la silice. Un équilibre improbable. Chaudas résuma sobrement. C'est un objet fait pour durer. Mais fait par qui? Personne n'osa poser la question à voix haute. Le mot « artificiel » avait déjà coûté cher à Avilob après Oumuamua. Ici, il planait, muet, comme une ombre scientifique. Le 20 août, une éruption coronale de classe X, l'une des plus puissantes de la décennie, éclata dans la direction exacte de 3i divisé par Atlas. Le phénomène dura 10 à 8 heures. Les modélisations prévoyaient une destruction totale. Mais quand la tempête se calma, le signal revint, inchangé. Même luminosité, même polarisation, même inertie. Karl Battams envoya un message à Paul Chaudas. Elle ne réagit pas à la colère du soleil. Elle la traverse. Et dans les observatoires du monde entier, le silence s'installa. Car ce que 3i, divisé par Atlas, venait de montrer, dépassait la résistance d'un simple caillou. C'était une leçon d'indifférence. Le soleil est une question posée à chaque chose, écrivit Loeb. Certaines répondent par la chaleur. Celle-ci a répondu par la forme. Ainsi naquit une idée troublante. Et si 3i divisé par Atlas n'était pas une visite, mais un miroir envoyé dans la lumière pour nous renvoyer notre propre ignorance. Dans l'obscurité de son silence, le soleil avait trouvé un interlocuteur à sa mesure. Et nous, spectateurs éphémères, ne faisions qu'écouter une conversation dont nous ne comprenions pas la langue. Le 22 août 2025 à 3h19 UTC, le flux de données en provenance du satellite SOHO s'interrompit pendant exactement 47 minutes. Les techniciens de l'ESA parlèrent d'une perte temporaire de télémétrie due à un orage solaire, un incident banal, fréquent, mais quand la liaison fut rétablie, un détail glaça les chercheurs. Les images manquantes correspondaient précisément à l'instant où 3i divisé par Atlas croisait la zone la plus lumineuse du Soleil. Karl Battams, du Naval Research Laboratory, examina les fichiers. Les métadonnées indiquaient que les images avaient bien été capturées, mais effacées avant d'être archivées. Pas d'erreur de transmission, pas de compression. Juste du vide, des trames inexistantes dans une séquence parfaitement horodatée. Ce n'est pas une perte, dit-il, c'est une absence organisée. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chaudas demanda une vérification croisée. Les horloges atomiques du réseau Deep Space Network confirmaient une activité normale à cette heure-là. Aucun dysfonctionnement matériel. Et pourtant, le trou dans les données restait inexpliqué. Une zone blanche dans un flot continu d'observation. Un ingénieur de la NASA, resté anonyme, formula une hypothèse. Et si la lumière du soleil saturait les capteurs au point de les rendre aveugles? Mais Battams rejeta aussitôt cette idée. Les instruments avaient résisté à des intensités bien supérieures lors d'éruptions antérieures. Non. Cette fois, quelque chose d'autre s'était produit. Une disparition sélective. Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, remarqua un phénomène similaire dans les relevés du Parker Solar Probe. Les mesures du vent solaire présentaient une coupure de champ, un intervalle où les capteurs avaient cessé d'enregistrer le moindre proton. Une minute de silence complet, comme si le vide lui-même avait suspendu sa respiration. « Le soleil n'a pas cessé d'émettre », écrivit-elle. « C'est notre perception qui a cligné des yeux. » Cette phrase, jugée trop métaphorique, ne fut jamais incluse dans le rapport officiel. Mais elle résumait l'étrangeté du moment. Pour la première fois, la science observait un phénomène qu'elle ne pouvait ni nier ni décrire. Au CNRS divisé par l'Atmos,
Eric Kemmerer tenta de récupérer les trames manquantes à partir du cache-mémoire du satellite SOHO, ce qu'il trouva défiait la logique. Les fichiers semblaient complets mais vides. Chaque image contenait un signal uniforme, sans variation de pixels. Une lumière parfaite, blanche, sans nuance, un blanc total. Ce n'est pas une image, dit-il. C'est une saturation. Les techniciens proposèrent une explication simple. Le soleil avait ébloui les capteurs, mais Kemmerer n'était pas convaincu. La lumière ne supprime pas l'information, elle la cache. À Paris, Jean-Louis Berthaud, en retraite mais toujours attentif, envoya un court message à son ancien collègue. Il existe deux formes de censure, Eric. Celle des hommes et celle de la lumière. La seconde est plus polie. La phrase fit sourire Kemmerer, mais elle résonna plus fort qu'il ne voulait l'admettre, car tout indiquait que la lumière, ici, avait réellement effacé sa propre trace. Pas un blackout technique, mais une autodissimulation. Le lendemain, la NASA publia un communiqué. Une brève perturbation a affecté la télémétrie du satellite SOHO. Aucune donnée scientifique critique n'a été perdue. Pourtant, en interne, les ingénieurs savaient que cette phrase était fausse. Les trames manquantes contenaient les seules images directes de 3i divisées par Atlas, au moment exact de son passage au plus près du Soleil. C'était le cœur du mystère. Et ce cœur venait d'être effacé. Carl Battams tenta d'obtenir une copie des logs d'erreur. Refus. Le système d'archivage du Goddard Center avait déjà purgé les fichiers temporaires. Procédure automatique, répondit-on. Mais la coïncidence troubla jusqu'aux plus sceptiques. Avi Loeb, apprenant la nouvelle, écrivit sur son blog « Quand la lumière sature nos instruments, ce n'est pas elle qui devient aveugle, c'est nous. » Il rappela que, dans l'histoire de l'astronomie, les plus grandes découvertes naissaient souvent de ce qui manquait. L'absence est aussi une donnée, conclut-il. Sarah Gibson tenta une reconstitution numérique. En analysant les micro-fluctuations du vent solaire avant et après la coupure, elle décela un motif subtil, une oscillation qui semblait répéter le même cycle qu'auparavant. 22 minutes. Le rythme revenait encore, comme une respiration. Même quand on ne voit rien, dit-elle, le vide continue de battre. À ce stade, le doute devint collectif. Le silence de 47 minutes dans les données, le blanc uniforme des images, la synchronisation parfaite entre instruments différents. Tout cela formait un schéma. Mais un schéma de quoi? Les ingénieurs parlaient d'un bug, les physiciens d'une coïncidence, les philosophes d'un symptôme. Et Eric Kemmerer, dans son journal de bord, nota la phrase qui traversa tout le reste du projet. La lumière est peu, être le moyen qu'a trouvé l'univers pour effacer ses propres traces. Le 24 août, le flux reprit normalement. Les capteurs retrouvèrent leur contraste, les images leur couleur. Rien n'indiquait que le soleil avait jamais cessé de briller. Mais quelque chose avait changé dans le regard des chercheurs. Une méfiance nouvelle, un soupçon envers la clarté. Car désormais, ils savaient qu'entre eux et le réel, il existe un médiateur plus rusé que tous leurs instruments, la lumière elle-même, et peut être son silence. Le 26 août 2025, la comète 3i divisée par Atlas s'éloignait lentement de la proximité solaire, mais son mystère, lui, venait tout juste de commencer. Les données de SOHO, Parker Solar Probe et Solar Orbiter furent regroupées au Jet Propulsion Laboratory. Des téraoctets d'images, de champs magnétiques, de particules, d'ondes radio. Et au milieu de cette avalanche de lumière, des trous, des absences nettes, des zones vides qui refusaient d'être interprétées. Paul Kodas, directeur du CNEOS, fit un constat inquiétant. Nos instruments sont parfaits,
C'est notre champ de vision qui ne l'est pas. Lui et son équipe redécouvrirent une vérité que les astronomes redoutent. Chaque regard scientifique est, par définition, un cadrage, et chaque cadrage exclut une part du réel. Éric Kémeret, du CNRS divisé par l'Atmos, rappela à ses collègues le concept oublié de Zdeněk Holíček, un astronome tchèque des années 1960. C'est lui qui avait défini la zone Holíček, cet angle mort de 30 degrés autour du Soleil, où aucune observation n'est possible. Les comètes semblent y disparaître, englouties non par l'obscurité, mais par la lumière elle-même. Nous avons cartographié l'univers, dit Kémeret, mais pas nos zones aveugles. Ces mots tombèrent comme un aveu collectif. La science, dans sa quête de clarté, ne sait pas toujours ce qu'elle ne voit pas. Au Goddard Space Flight Center, Sarah Gibson compara les périodes d'observation interrompues par la NASA au moment de sursaturation optique du Soleil. Elle découvrit une corrélation presque parfaite. Chaque blackout technique correspondait à un pic d'activité solaire. Mais le plus troublant, c'est que ces pics suivaient un rythme de 22 minutes, le même que celui déjà observé dans les anomalies de 3i divisées par Atlas. Nous appelons ça du hasard parce que nous refusons d'y voir un motif, écrivit-elle dans son carnet. Mais si le hasard se répète, est-ce encore du hasard? Les discussions s'enflammaient. Avi Loeb, à Harvard, prit la parole dans une conférence privée. Nous avons développé une religion de la mesure. Chaque fois que la réalité nous échappe, nous invoquons un bug. Mais peut être que le bug, c'est nous. Ces propos divisèrent la communauté scientifique. Certains l'accusèrent de verser dans la philosophie. Mais d'autres, surtout les jeunes chercheurs, y virent une question sincère. Et si la science était devenue trop lumineuse pour voir ce qui se cache dans ses propres ombres? Pendant ce temps, le Solar Orbiter repéra un phénomène inédit. Une tache froide au sein de la couronne solaire, une cavité magnétique stationnaire à l'emplacement exact du passage de la comète. Les simulations thermiques ne purent la reproduire. Un creux dans la chaleur, un vide organisé. Le Soleil a gardé son empreinte, écrivit Noura Wafi. Cette phrase, en apparence anodine, provoqua une onde de malaise dans les équipes. Comment un astre aussi instable pouvait-il conserver la trace d'un objet aussi petit, comme si quelque chose, dans la rencontre, avait modifié la structure même de la lumière? Jean-Louis Berthaud, depuis son lit d'hôpital, suivait encore les relevés Swann. Il dicta une réflexion à son assistant. La science a toujours confondu clarté et vérité. La lumière est claire, oui, mais elle efface aussi. Ce qu'elle montre, elle le choisit. Quelques jours plus tard, cette citation circula discrètement dans les forums internes de l'ESA. Certains y virent de la poésie, d'autres une forme d'hérésie. Mais tous reconnurent la justesse du constat. Le regard scientifique, saturé de données, devenait aveugle par excès de lumière. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas proposa une expérimentation simple. Il demanda à ses ingénieurs de modéliser 3i divisé par Atlas non pas comme un corps solide, mais comme une absence, une région du vide avec des propriétés optiques spécifiques. Les résultats furent troublants. Le modèle reproduisait parfaitement les anomalies d'observation. Ce n'est pas un objet que nous suivons, dit Chodas. C'est une faille dans notre perception. Les physiciens refusèrent d'accepter cette conclusion. Mais le silence qui suivit disait tout. Et si le mystère ne venait pas du cosmos, mais de la manière dont nous le regardons, Avi Loeb, apprenant ses travaux, publia une note intitulée The Geometry of Ignorance. Il y écrivait « Chaque instrument est une croyance matérialisée. Nous croyons voir le réel, mais nous ne voyons que la partie du réel compatible avec nos certitudes. » Il rappela que dans les années 1600,
Galilée lui-même n'avait pu observer les taches solaires qu'après avoir obscurci la lumière avec du verre fumé. Et que peut être, la science moderne devait à son tour réapprendre à regarder à travers des filtres, non pour mieux voir, mais pour tolérer l'invisible. Le 29 août, lors d'une réunion interne entre la NASA, l'ESA et le CNRS, Sarah Gibson prononça une phrase qui marqua le tournant de l'enquête. Le soleil est un miroir. Ce n'est pas lui qui nous aveugle, c'est nous qui refusons de détourner les yeux. Un silence s'abattit sur la salle. Tous comprirent que le mystère de Troisi, divisé par Atlas, dépassait la physique. Il touchait à la philosophie du regard, à cette idée simple et terrifiante, que l'univers ne cache rien. C'est nous qui choisissons ce qu'il doit nous montrer. Ainsi, l'objet interstellaire devint plus qu'une anomalie astronomique. Il devint un symbole, celui des limites de la connaissance et du courage qu'il faut pour reconnaître ses angles morts. « Nous avons voulu voir l'infini », écrivit Berthaud. Mais l'infini, lui, ne veut peu pas être vu. Et, dans la clarté brûlante du soleil, la science apprit, pour la première fois depuis Galilée, que voir n'est pas toujours comprendre. Et que parfois, la lumière ment. Le 1er septembre 2025, une alerte discrète parvint au Jet Propulsion Laboratory. Les capteurs ultraviolets du satellite SUHO, divisé par SWAN, sous la direction d'Éric Kéméré, venaient de détecter une variation périodique d'intensité lumineuse sur la trajectoire de Troisi divisée par Atlas. Une pulsation. Régulière. Stable. Identique à elle-même, toutes les 22 minutes. Trop précise pour être du bruit, trop faible pour être un hasard. Le phénomène dura près de 10 heures, puis cessa. Aucune comète n'avait jamais présenté un tel comportement. Le vide battait comme un cœur. « Si c'est une interférence, elle est cohérente, » dit Kéméré perplexe. « Et si ce n'est pas une interférence, alors c'est quelque chose qui pense la lumière. » Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, reçut la même anomalie via les capteurs de la Parker Solar Probe. Les oscillations du champ magnétique solaire affichaient la même période, 22 minutes. Toujours le même rythme. Elle compara les courbes et murmura. « Le soleil écoute peu, être quelque chose. » La phrase passa presque inaperçue. Mais pour certains, elle changea tout. Le soleil, un récepteur, une hypothèse absurde, et pourtant, les chiffres l'exigeaient. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas réunit son équipe. Les ingénieurs passèrent les signaux au crible. Pas d'interférence terrestre, pas d'origine électronique. Les instruments fonctionnaient parfaitement. Les variations semblaient provenir directement de la région traversée par Troisi divisé par Atlas. Un motif périodique dans la lumière. Une structure sans émetteur visible. Une onde sans source, nota Chodas. Un message sans voix. Carl Battams, du Naval Research Laboratory, tenta d'interpréter les données d'un point de vue mécanique. Il supposa un dégazage rythmique causé par une rotation interne. Mais la période de 22 minutes impliquait une vitesse de rotation invraisemblable. Et surtout, la polarisation de la lumière restait négative. Un signe de cohérence directionnelle. Une lumière alignée sur elle-même, comme si chaque photon connaissait la direction du précédent. La lumière ne se propage plus, conclut-il. Elle se souvient. À Harvard, Avi Loeb reçut les relevés. Il resta silencieux de longues minutes avant d'écrire. Une pulsation stable n'est pas une preuve d'intention, mais c'est un indice de structure. Puis il ajouta, plus bas, et une structure dans le vide, c'est déjà une conversation. Cette idée fit sourire les ingénieurs. Mais à la lecture du mot conversation,
Un frisson parcourut plusieurs d'entre eux, car, depuis des jours, tous avaient la même impression, que la comète répondait. Sarah Gibson proposa une expérience. Elle suggéra d'analyser les fluctuations lumineuses dans plusieurs bandes d'ondes pour voir si la pulsation persistait au-delà de l'ultraviolet. Les résultats furent stupéfiants. La variation de 22 minutes apparaissait aussi dans l'infrarouge et dans les micro-ondes solaires. Un phénomène transversal, comme si quelque chose modulait le spectre entier du rayonnement. Ce n'est pas une fréquence, dit-elle. C'est un motif. Les chercheurs hésitèrent à publier. Les protocoles ne prévoyaient rien pour un tel cas. Un signal qui n'était pas un signal, un message qui n'avait pas d'émetteur. Au CNRS, Kemmerer calcula la puissance de cette pulsation. Elle correspondait à un flux énergétique équivalent à la dissipation thermique d'un petit astéroïde. Rien de spectaculaire, mais parfaitement calibré. Chaque cycle semblait s'ajuster à la densité locale du vent solaire, comme si le phénomène comprenait son environnement. « Ce n'est pas une communication », écrivit-il. « C'est une adaptation. » L'hypothèse fascinait et terrifiait à la fois. Un corps qui, au lieu de résister aux conditions extrêmes, les intégrait dans son comportement lumineux. À Paris, Jean-Louis Berthaud dicta à son assistant une note sobre. Quand la lumière cesse de se diffuser, elle commence à réfléchir. Il ne parlait pas de pensée au sens humain, mais d'un processus cosmique, celui où la matière semble soudain répondre à la conscience qui la regarde. Pendant ce temps, les médias flairèrent l'affaire. Des titres apparurent. NASA détecte un signal périodique sur la trajectoire d'un objet interstellaire. Une comète qui respire? Le battement de l'espace. La NASA réagit aussitôt. Aucune preuve de communication ou d'intelligence. Les variations observées sont en cours d'évaluation. Mais la formulation, trop prudente, alimenta le feu au lieu de l'éteindre. Les forums explosaient, et dans le silence des observatoires, les chercheurs se demandaient « Et si la pulsation ne venait pas de la comète? Et si c'était le Soleil qui répondait ?» Noor Rawafi, après avoir superposé les données de Parker Solar Probe, remarqua que chaque pulsation s'accompagnait d'une micro-variation du flux solaire. Une résonance minuscule, mais synchrone. « C'est comme un écho, » dit-il. Pas un message, mais une onde de reconnaissance. L'expression resta, une onde de reconnaissance, une formule qui résumait tout, quelque chose. Dans cette rencontre entre un corps étranger et notre étoile, c'était reconnu. Le 3 septembre, la pulsation cessa brusquement. Plus de signal, plus d'oscillations. Le vent solaire redevint stable. Les instruments, eux, continuaient de fonctionner. Le silence revint, mais un silence différent, chargé. Paul Chodas écrivit la dernière ligne du rapport de la journée. Signal disparu, phénomène clos, cause inconnue. Puis, en marge, une phrase manuscrite. Quand l'univers parle, ce n'est pas avec des mots, c'est avec la lumière qu'il retire. Et ce soir-là, devant leurs écrans redevenus immobiles, certains chercheurs se surprirent à écouter le silence comme s'il avait encore quelque chose à dire. Le 5 septembre 2025, les équipes du Jet Propulsion Laboratory publièrent enfin la trajectoire orbitale définitive de 3i divisée par Atlas. Les chiffres, d'une précision glaçante, semblaient tirés d'une simulation plus que d'une observation. Inclinaison, 4 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Périgée solaire, 0. 48.
Unité astronomique. Vitesse 55 km par seconde. Constante à 0,01%. Une perfection mathématique qui fit taire un instant les sceptiques. Paul Chodas, pourtant d'ordinaire prudent, murmura, en voyant les courbes. Elle vole comme si elle connaissait déjà le chemin. La phrase, enregistrée sans qu'il le sache, passa plus tard à la postérité. Non parce qu'elle sous-entendait une intention, mais parce qu'elle traduisait un vertige. Le sentiment que le hasard venait de devenir trop beau pour rester du hasard. Au Naval Research Laboratory, Carl Battams vérifia les calculs indépendamment. Les modèles gravitationnels, corrigés des effets du vent solaire, montraient un alignement presque parfait avec le plan orbital des planètes intérieures. La probabilité qu'un objet interstellaire adopte une telle orientation était inférieure à 0,2%. Autrement dit, pratiquement impossible. On ne parle pas d'un alignement accidentel, dit-il. On parle d'une élégance statistique. Ce mot, élégance, fit le tour des laboratoires, car dans le langage de la science, il évoque quelque chose d'interdit, l'idée que la nature puisse être belle à dessein. À Harvard, Avi Loeb publia une note intitulée « L'élégance comme preuve ». Il y soutenait que la régularité orbitale de 3i divisée par Atlas défiait non seulement les probabilités, mais aussi la logique thermodynamique. Un objet lancé au hasard dans la galaxie ne pouvait, par pur jeu des forces, trouver une trajectoire aussi précise sans une configuration initiale extraordinairement fine. Si le hasard devient trop ordonné, écrivait-il, c'est peu. Être que nous ne savons plus le mesurer. Au CNRS divisé par l'Atmos, Eric Kemmerer s'intéressa à un détail. La comète semblait se repositionner après chaque perturbation gravitationnelle. Lorsqu'elle passa près de Mars, sa trajectoire se redressa exactement de la valeur prédite. Pas de déviation, pas de perte d'énergie, un contrôle invisible. Elle corrige sa route, nota-t-il, mais avec quoi? Les chercheurs évoquèrent l'effet Yarkovsky, une poussée due au réchauffement asymétrique d'un corps céleste. Mais à cette distance du Soleil, il aurait dû produire une accélération mesurable. Or ici, rien. L'objet se comportait comme une navette fantôme soumise à une inertie parfaite. Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, superposa les flux de vent solaire aux micro-variations orbitales. Elle découvrit un synchronisme troublant. Chaque correction de trajectoire survenait quelques minutes après une pulsation magnétique du Soleil. Le rythme de 22 minutes réapparaissait encore. Un code invisible, comme si la comète lisait le champ solaire pour s'y glisser, comme une feuille portée par le vent, mais qui choisirait la direction du vent elle-même. Ce n'est pas une fuite, dit-elle. C'est une chorégraphie. À Cambridge, Avi Loeb fit le parallèle avec Oumuamua. Cet autre visiteur interstellaire avait lui aussi montré des accélérations inexpliquées. Loeb en avait tiré une hypothèse controversée. Un objet mince peut être artificiel, propulsé par la pression de la lumière. Il l'a repris ici, avec prudence. Si 3i divisé par Atlas réagit au Soleil au lieu de lui résister, alors elle se déplace comme un instrument, pas comme une pierre. Les journalistes interprétèrent cela comme un aveu. Les chercheurs, eux, entendirent une nuance. Et si le cosmos ne faisait pas la différence entre la matière et le message? Paul Chodas tenta de calmer les esprits. Il rappela que les coïncidences géométriques existent et que la nature aime parfois la symétrie sans raison. Mais il finit par concéder, à demi-voix. Ce n'est pas la perfection de l'orbite qui m'inquiète, c'est la constance de l'erreur. Car malgré la précision absolue des instruments, chaque simulation
restait en retard d'une fraction de seconde par rapport à la trajectoire réelle, comme si la comète devançait toujours nos calculs, connaissant déjà le résultat. Au Naval Research Laboratory, Battams formula une idée que personne n'osa publier. Peut être que ce n'est pas la comète qui s'aligne sur nous. Peut être que c'est le système solaire qui s'aligne sur elle. Cette phrase, prononcée lors d'une réunion informelle, fit rire, puis inquiéta, car derrière la plaisanterie se cachait une possibilité vertigineuse, celle que 3i divisé par Atlas soit non pas un objet perdu dans le cosmos, mais un repère, une sorte d'étalon interstellaire autour duquel les trajectoires s'ajustent naturellement. Les philosophes des sciences s'en mêlèrent. Étienne Klein, du CEA, publia une tribune. La beauté des lois physiques n'est pas un hasard, mais un miroir. Quand nous parlons de symétrie, c'est nous que nous décrivons. Ces mots, empreints de calme et de lucidité, mirent un instant fin aux spéculations. Mais la question demeurait. Si la trajectoire de 3i divisée par Atlas n'était pas une erreur de calcul, alors c'était un signe d'intention, ou pire, un signe de structure. Le 7 septembre, la NASA publia un communiqué sobre. L'objet interstellaire 3i divisé par Atlas suit une orbite stable, sans anomalie dynamique mesurable. Aucune preuve d'activité non naturelle n'a été détectée. Une phrase rassurante, mais qui ressemblait à un soupir de soulagement plus qu'à une conclusion scientifique. Et pendant ce temps, dans les laboratoires de Pasadena, plusieurs chercheurs continuaient, en silence, à recalculer l'impossible. Eric Kemmerer écrivit en marge de son cahier « Quand le hasard adopte une forme parfaite, il cesse d'être un hasard. Il devient un visage. Et peut être que c'est cela, au fond, le vertige de 3i divisé par Athéas. Non pas la peur d'un visiteur, mais celle de reconnaître, dans le chaos des chiffres, le reflet d'un ordre trop familier, comme si l'univers, depuis toujours, était en train de nous regarder à travers ses propres coïncidences. Le 10 septembre 2025, les télescopes du monde entier pointèrent à nouveau vers la zone où 3i, divisé par Atlas, poursuivait sa lente échappée. À cette distance, l'objet ne brillait presque plus, mais un signal spectral continua de hanter les capteurs. Une pulsation faible, mais régulière. Toujours la même cadence. Toutes les 22 minutes. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas décida de compiler l'ensemble des observations. 10 instruments, 5 agences, 3 continents. Les résultats étaient identiques. L'onde persistait, même après le passage au périhélie, comme si le vide lui-même avait gardé le rythme. « Nous avons perdu la comète », dit-il, mais pas sa respiration. Au Goddard Space Flight Center, Sarah Gibson tenta de modéliser le phénomène. Elle superposa les oscillations lumineuses avec les cycles d'émission radio du Soleil et découvrit un motif de phase décalé. Les pics de lumière d'Atlas précédaient de quelques secondes les micro-variations du flux solaire. Un écho inversé. « Ce n'est pas le Soleil qui dicte le rythme », murmura-t-elle. « C'est l'objet qui le précède. » Pour la première fois, la question n'était plus comment la comète réagit, mais à quoi elle répond. Carl Battams, au Naval Research Laboratory, proposa un modèle fou. Et si 3i divisé par Atlas amplifiait les ondes du vent solaire, les modifiant en une oscillation cohérente, comme un instrument jouant la musique de l'étoile ? Une harpe solaire, dit-il en plaisantant. Mais la métaphore prit corps. Les graphiques semblaient presque musicaux. Les ingénieurs du JPL convertissent alors les données en son. Une note grave, lente, répétitive, apparut dans les haut-parleurs. Chaque pic
correspondait à une modulation lumineuse. Ce que l'on entendait ressemblait à un souffle, une respiration cosmique. « Écoutez ça », dit Chodas. « Ce n'est pas un signal, c'est une présence. » À Paris, Éric Kemmerer entreprit une analyse harmonique des cycles lumineux. Il y découvrit une séquence fractale, un rapport d'or entre les intensités successives 1, 618. La fameuse proportion de la nature, celle des coquillages, des galaxies et des spirales de l'ADN. La même qui, par hasard ou non, semblait régir le souffle de 3i divisé par Atlas. Le cosmos n'envoie pas de message, écrivit-il à Sarah Gibson. Il répète simplement ses motifs. Avi Loeb, en recevant la correspondance, publia un court texte intitulé « Le silence structuré ». Il y posait une hypothèse radicale. Si l'univers a un langage, il ne le parle pas à travers les mots, mais à travers les coïncidences. Chaque fois que la probabilité se plie à l'élégance, nous devrions écouter. Il évoqua la possibilité que 3i divisé par Atlas soit un artefact ancien, non pas une sonde, mais une trace technologique, fossile, d'une civilisation disparue. Un instrument passif, laissé là pour raisonner avec les étoiles. La NASA, évidemment, se garda bien de commenter. Pendant ce temps, les stations du Deep Space Network enregistrèrent une dernière anomalie, une réverbération lumineuse, non pas dirigée vers la Terre, mais latérale, dans la direction opposée au Soleil, comme un faisceau fuyant. Un rayonnement ultra faible, mais constant pendant 32 heures. Noor Rawafi, du programme Parker Solar Probe, fut le premier à remarquer que le signal suivait la même courbe que celle d'une éruption solaire mineure. « Et si c'était un adieu ?» lança Théil, mi-sérieux. Un dernier écho avant le silence. Jean-Louis Berthaud, trop malade pour travailler mais toujours lucide, envoya une lettre à son collègue, Kemmerer. « On m'a souvent demandé si la lumière avait une mémoire. Je crois qu'elle a mieux. Une intention. Elle cherche toujours une surface sur laquelle se poser. Sa phrase, simple et douce, devint un fil conducteur pour tous ceux qui suivaient encore la trace du visiteur. Le 12 septembre, la NASA publia un rapport provisoire. Les pulsations observées correspondent à des fluctuations naturelles du flux solaire. Aucun élément ne permet de conclure à une émission artificielle. Mais à huis clos, dans les laboratoires, personne n'était dupe. Le phénomène n'entrait dans aucune catégorie. Il n'était pas un message, mais il portait les signes de la signification. Sarah Gibson résuma ce dilemme dans une phrase devenue célèbre. « Ce que nous appelons message, c'est simplement le moment où le hasard nous ressemble trop. Dans la nuit du 13 septembre, les signaux cessèrent. Plus de pulsations, plus d'écho. Le spectre redevint plat, silencieux. La comète s'éloignait, emportant son rythme avec elle. Paul Chodas écrivit dans son carnet. Nous avons cherché un code et nous avons trouvé une respiration. Avi Loeb, quelques jours plus tard, conclut. 3i divisé par Atlas n'a pas parlé. Elle nous a appris à écouter. Et tandis que le soleil reprenait son souffle habituel, les instruments, eux, continuaient à scruter le vide, espérant un dernier battement. Mais il n'y eut rien. Rien qu'un silence pur, une absence ordonnée, comme si la lumière, ayant tout dit, avait choisi de se taire. Le 17 septembre 2025, 3i divisé par Atlas franchit la limite d'observation du SOHO. Elle n'était plus qu'un point invisible, perdu dans le fond diffus galactique. Officiellement, la mission d'observation prit fin ce jour-là. Mais dans les serveurs du Jet Propulsion Laboratory, quelque chose persista. Un léger bruit, une vibration mathématique dans les données résiduelles, un écho qui revenait toutes les 22 minutes encore. « Ce n'est plus un signal, dit Paul Chodas. C'est une empreinte.
L'objet s'en allait, mais son rythme, lui, restait dans les chiffres, comme si le vide refusait de redevenir neutre. Au Goddard Space Flight Center, Sarah Gibson analysa les flux de protons du vent solaire. Depuis le départ de la comète, leur répartition semblait plus stable, comme si une tension invisible s'était dissipée. « C'est étrange », écrivit-elle. « Le vide a retrouvé sa paix, mais il paraît moins vide. » Elle compara cette sensation à celle d'une pièce où quelqu'un vient de sortir. L'air y semble identique, et pourtant, il reste quelque chose. Une présence sans corps. Un souvenir physique. Eric Kemmerer, de son côté, s'aperçut que les capteurs du Swan affichaient un fond ultraviolet légèrement plus faible qu'avant. Pas un défaut technique, mais une baisse mesurable, constante, localisée dans la direction d'Atlas. « Le ciel a perdu un peu de lumière », nota Teil, comme si l'objet avait emporté une part de notre regard. Au Naval Research Laboratory, Carl Battams tenta de reconstituer la dernière trajectoire. Les calculs montraient une cohérence parfaite, mais lorsqu'il intégra les effets de marée gravitationnelle du Soleil et de Jupiter, une anomalie réapparut, une accélération infime, impossible à expliquer. Une dernière poussée, comme si 3i divisé par Atlas avait choisi sa sortie. On dirait qu'elle voulait s'éloigner, dit-il. Mais pas fuir, s'effacer. À Harvard, Avilob écrivit un texte sobre, La mémoire du vide. Il y rappelait que les photons qui quittent un objet conservent à jamais l'information de son existence. La lumière ne meurt pas, dit-il. Elle continue son voyage, portant le souvenir de ce qu'elle a touché. Peut être qu'un jour, un autre monde verra la trace de 3i divisé par Atlas, comme nous avons vu la nôtre. Mais dans la même note, il ajouta « Le vide n'est pas un néant, c'est une archive sans lecteur. » Pendant ce temps, Noor Rawafi observait des irrégularités infimes dans les mesures du Parker Solar Probe. Une fluctuation récurrente, minime, dans la densité du plasma interplanétaire. Rien de spectaculaire, mais une pulsation stable, encore et toujours. 22 minutes. Il hésita à en parler publiquement. Peut être que c'est juste nous, nota-t-il dans son carnet. Peut être que nous sommes devenus trop attentifs au silence. À Paris, Jean-Louis Berthaud, alité, reçut la visite d'un jeune chercheur venu lui montrer les dernières courbes du Swan. Il regarda longuement, puis dit simplement « Ce que vous appelez vide, c'est le moment où la lumière se tait pour écouter. » Et il ajouta, avec un sourire fatigué, « La peur du vide, c'est la peur d'être entendu. » Les médias, eux, étaient passés à autre chose. Les journaux titraient sur Mars et sur Europa. Le monde oubliait déjà le visiteur interstellaire. Mais dans les laboratoires, le nom de 3i, divisé par Atlas, continuait de flotter. Non comme une énigme, mais comme un rappel, que le cosmos n'a pas besoin de faire du bruit pour parler. Sarah Gibson confia à un collègue. C'est fou comme un objet qu'on ne voit plus peut encore changer notre manière de voir. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas relut les logs de mission. Les chiffres lui semblaient différents, comme s'ils avaient pris une épaisseur nouvelle. Il écrivit dans son carnet personnel « Nous avons mesuré une absence et découvert une forme. Nous avons perdu un objet et trouvé une question. » Cette phrase, extraite plus tard de ses notes, devint le sous-titre officieux du dossier « The Shape of Absence ». Le 20 septembre, Avilob conclut une conférence à Harvard par ces mots. Nous ne savons pas ce qu'était 3i divisé par Atlas, mais nous savons ce qu'elle nous a appris, que le vide n'est pas muet et que notre peur de lui vient peu être du fait qu'il nous ressemble. Un long silence suivit, plus éloquent que n'importe quelle réponse, car, au fond, tout le monde savait que cette histoire ne s'était pas terminée. Elle s'était simplement dissoute dans le plus ancien langage du cosmos, le silence. Et dans ce silence,
Entre deux battements du vide, il restait cette pensée que Jean-Louis Berthaud avait confiée à Kemmerer peu avant sa mort. La lumière voyage, mais le vide se souvient. Est-ce là, au-delà de la peur, que commence la vraie observation, celle où l'homme cesse de scruter le ciel pour enfin écouter ce que l'espace ne dit pas. Le 25 septembre 2025, le Minor Planet Center retira officiellement 3i divisé par Atlas de la liste des objets observables. La mission était close. Aucun instrument, terrestre ou spatial, ne pouvait encore la suivre. Le ciel, comme s'il refermait une cicatrice, reprit son calme. Mais dans les laboratoires de la NASA, de l'ESA et du CNRS, un sentiment étrange persistait. Celui qu'un dialogue venait de s'achever trop tôt. « Nous n'avons pas perdu la comète », nota Paul Chodas. « C'est elle qui a choisi de disparaître. » Il ne s'agissait pas d'une phrase scientifique, mais d'un constat humain. Après des mois d'observation, le silence devenait plus lourd que les données. Au Goddard Space Flight Center, Sarah Gibson achevait la rédaction du rapport final sur les corrélations entre le vent solaire et les pulsations observées. Elle conclut sobrement. Aucune explication naturelle satisfaisante. Les anomalies persistent, sans impact mesurable sur la physique solaire. Puis en marge, à la main, le Soleil a peu être simplement regardé quelque chose qu'il reconnaissait. La phrase ne fut jamais publiée. Mais dans le silence de son bureau, elle l'a relue plusieurs fois comme une prière adressée à une étoile qui, pour une fois, avait écouté. À Cambridge, Avi Loeb donna une conférence intitulée « The Physics of Absence ». Devant un amphithéâtre bondé, il posa cette question. Et si les objets que nous appelons anomalies n'étaient pas des erreurs de la nature, mais les empreintes laissées par quelque chose qui ne veut pas être compris, il évoqua la notion d'intelligence cosmique passive. Non pas une volonté, mais une forme d'adaptation universelle, des structures qui résonnent avec les champs stellaires, comme si la matière, quelque part, avait appris à se souvenir. Une idée vertigineuse, rejetée par les uns, accueillie par d'autres, comme un souffle de poésie dans la science. À Paris, Éric Kemmerer présenta les dernières données du SWAN devant l'Académie des sciences. Il affirma que le vide ultraviolet autour du Soleil n'était plus exactement le même. Une micro-variation de 0,004% dans la densité d'hydrogène interplanétaire. Insignifiante, mais persistante. Ce n'est pas une preuve, dit-il. C'est une trace. Jean-Louis Berthaud, dans sa dernière lettre, avait prédit ce moment. Un jour, nous cesserons de chercher des preuves. Nous apprendrons à reconnaître les empreintes. Au Naval Research Laboratory, Carl Battams lut ces mots avec émotion. Il écrivit en réponse à Chodas « Nous avons toujours cru que la lumière révélait le monde. Mais elle ne fait que nous montrer ce que le monde consent à nous laisser voir. » Puis il ajouta, presque pour lui-même, « Et si le cosmos avait un secret, ce serait celui-là. La vérité n'est pas cachée dans l'obscurité. Elle est dissimulée dans l'excès de clarté. » Le 27 septembre, la Parker Solar Probe transmit ses dernières images avant une phase d'hibernation. Sur l'une d'elles, les chercheurs distinguèrent un filament lumineux, mince et stable, semblable à une cicatrice dans le plasma. Une trace de 3i divisée par Atlas, impossible à confirmer. Mais la beauté du cliché fit taire toute prudence. Sarah Gibson l'imprima, la fit encadrer et écrivit dessous « Ce que la lumière cache, c'est la manière dont elle nous regarde ». Dans les couloirs du Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas clôtura le dossier. Avant de l'archiver, il ajouta une dernière annotation dans la section « Remarques personnelles ». Peut être que la comète
n'était pas un message. Peut être qu'elle n'était pas un objet non plus. Peut être qu'elle n'était qu'un miroir où nous avons vu, un instant, la limite de notre regard. Quelques semaines plus tard, Avi Loeb publia une conclusion philosophique dans Nature Astronomie. Nous cherchons la vie dans l'univers comme si elle devait nous ressembler. Mais peut être que la vie n'est pas une forme. Peut être qu'elle est un comportement, celui de la lumière, lorsqu'elle décide de mentir pour nous protéger de ce qu'elle sait. Les scientifiques critiquèrent le ton poétique, mais l'article fit le tour du monde. Car derrière les formules, on sentait la fatigue douce d'une époque qui avait trop regardé le ciel, sans jamais se demander s'il pouvait nous regarder en retour. Le 30 septembre 2025, à 22h03 UTC, le Solar Orbiter capta une dernière image de la couronne solaire. Au centre du disque, une lueur subtile dessinait une spirale parfaite, presque invisible. Une coïncidence, sans doute. Mais pour ceux qui savaient, ce motif ressemblait au battement d'un cœur lointain. Éric Kémeret écrivit un dernier message à ses collègues. 3i divisé par Atlas s'éloigne, mais la lumière qu'il a portée continue de tourner autour de nous. Et tandis que la Terre poursuivait sa rotation indifférente, une certitude, discrète mais tenace, resta suspendue dans l'air. Que peut être, au fond, le cosmos ne garde aucun secret. Il se contente de les placer là où notre regard ne sait plus chercher, dans le plein, dans l'éblouissement. Ce que la lumière cache n'est pas dans l'ombre, c'est dans la clarté que nous refusons de voir.